Aujourd'hui, on va parler d'une histoire qui a bouleversé le monde de la lutte et du sport américain en général dans les années 80. Je vous propose ici le drame de l'équipe Foxcatcher, une équipe de lutte dont l'histoire restera à jamais dans la mémoire de millions d'Américains. On est donc dans les années 80 en pleine guerre froide. Mark et Dave Schultz sont deux frères lutteurs qui viennent de remporter l'or aux Jeux Olympiques de 1984 à Los Angeles. Dave évolue dans la catégorie des poids mi-moyens tandis que Mark est dans la catégorie juste au-dessus. Et bon, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas parce qu'on est champion olympique qu'on mène la vie d'artiste, c'est même le contraire. Mark a un train de vie modeste et enchaîne les petits boulots, ne manquant jamais une occasion de se faire quelques dollars pour mettre un peu de beurre dans les épinards. Dave, quant à lui, s'en sort un peu mieux, père de 2 enfants, il est marié et vit avec sa petite famille, mais on reste bien loin du train de vie de footballeur. Dans la discipline, Dave c'est vraiment le meilleur lutteur du pays. Il est sacré champion du monde en 83 avant de remporter les JO en 84, en même temps que son petit frère Mark, qui lui par contre n'a jamais remporté les mondiaux. Et en plus d'être super fort, Dave c'est un chic type. Malgré son physique trapu de lutteur qui fait un peu peur, il est un peu hippie, il est cool et gentil avec tout le monde. Son frère Mark par contre c'est pas vraiment pareil. Il est plus renfermé, bien moins bon communicant et est très nerveux et s'énerve rapidement. Et pour tout vous dire, Mark vit un peu dans l'ombre de son grand frère qui est quand même beaucoup plus cool que lui. Il mène donc une vie modeste et se prépare pour les mondiaux de 85. Mais la vie de Mark bascule quand un jour il reçoit un étrange appel. Un chirurgien de renom lui annonce qu'un certain John Eleuthère Dupont, dont il est l'ami, va l'appeler dans l'après-midi. Plus tard, Mark se retrouve donc au téléphone avec ce John Dupont, un homme mystérieux qui lui propose un poste d'entraîneur, mais qui lui propose surtout d'intégrer son équipe privée de lutte, la team Foxcatcher. Et c'est pas tout. Il lui propose un salaire pour s'entraîner avant les mondiaux et les futurs JO, et un chalet dans lequel Mark pourra vivre. La proposition est donc juste folle, mais Mark se méfie un peu, ça paraît bien trop beau, donc il prend quelques semaines pour réfléchir. Il rencontre ce mystérieux John, et John n'a pas du tout une allure rassurante. Mark a face à lui un homme pas sûr de lui, d'une 50aine d'années au physique frêle, à l'inverse des lutteurs, et avec les dents jaunâtres. John dit même à Mark que pour les médias il sera désigné comme coach, mais qu'il laissera les athlètes tranquilles la plupart du temps. Parce que oui, au vu de l'allure de John, Mark n'a pas trop envie de se coltiner ce type-là, qui ne semble n'avoir en plus aucune connaissance en lutte. En fait, l'homme que Mark a devant lui est un riche héritier. Et quand je dis riche, je parle en centaines de millions. John Dupont passe sa vie à faire des dons à des œuvres caritatives ou à financer tel ou tel projet. Il est le descendant de l'écrivain et homme politique français Pierre-Samuel Dupont de Nemours, dont les descendants deviendront ensuite les principaux fournisseurs de poudre à canon des États-Unis dans les années 1800. Son père ayant divorcé, il vit avec sa mère dans son domaine familial de 320 hectares. John est très patriotique et je vous rappelle qu'on est en pleine guerre froide, il développe donc un goût pour les armes à feu. Son domaine possède donc naturellement un stand de tir ainsi qu'une forêt dans laquelle il s'adonne à la chasse. Il est passionné d'oiseaux mais aussi de sport et de Jeux Olympiques et plus particulièrement de lutte. Il se lance au fil de sa découverte de ce sport le défi de faire de l'Amérique le premier pays en lutte, devant l'Union soviétique qui est à l'époque quasiment imbattable. C'est pourquoi il se lance dans ce projet fou de créer un véritable centre d'entraînement sur mesure au sein de son immense domaine. Étant issu d'une grande lignée de chasseurs à la cour, il choisit le nom de Foxcatcher, en français les attrapeurs de renards, pour son équipe de lutte. Face à ce personnage, Mark hésite un moment, mais par manque d'argent et de reconnaissance aussi, il décide finalement d'intégrer l'équipe Foxcatcher. Le temps passe et au sein du domaine, tout se passe pour le mieux. Les équipements sont parfaits, les lutteurs ont accès à une salle de musculation, une salle d'entraînement ou encore une piscine, sans compter leur cadre de vie qui est quasiment parfait, avec des logements spacieux et modernes dans lesquels chaque famille de lutteurs peut s'épanouir. L'équipe s'agrandit même avec la venue de plusieurs jeunes espoirs de la lutte qui rêvent de marquer l'histoire de leur sport. La relation entre John et Mark s'améliore et ils deviennent amis. Et John réussit à engager Dave, le frère de Mark, et à le faire emménager sur son domaine. Dave rejoint donc l'équipe Foxcatcher, ce qui ne ravit pas forcément Mark, qui vous vous rappelez souhaitait sortir de l'ombre de son grand frère. John devient ami avec la quasi-totalité de ses lutteurs, mais beaucoup plus avec Dave. En même temps, c'est assez simple de devenir pote avec le mec qui vous file une maison et un salaire pour pratiquer le sport qui vous passionne. La Foxcatcher Team prend même une dimension internationale puisque John réussit à engager Valentin Jordanov, un jeune espoir bulgare. Les pays de l'Est sont de grandes nations de lutteurs. John apprécie tout particulièrement Valentin, les deux hommes s'entendent bien, et John va même jusqu'à sponsoriser l'équipe bulgare de lutte. Dave, qui lui a déjà fait plusieurs voyages dans les pays de l'Est, se lie très vite d'amitié avec Valentin Jordanov. Ils habitent à côté dans le domaine, et les deux familles vivent quasiment ensemble.
Et dans le domaine de John, ils vivent dans un superbe cadre. Un parfait équilibre entre la lutte d'un côté et la famille de l'autre. Cette méthode paye puisque la team Foxcatcher fait de très bons résultats en compétition. Mark Schultz devient même champion du monde en 1985. Le temps passe, la vie suit donc son cours. Et le comportement de John est parfois désarçonnant. Mais comme il est très ami avec Dave, que tout le monde adore d'ailleurs, c'est Dave qui communique le mieux avec lui. Mark, le petit frère, quant à lui, prend un peu ses distances avec John. Et pour cause, plusieurs lutteurs le trouvent étrange, extravagant, sujet à de grosses crises de colère, suivies de fou rire. Un comportement pas très stable, bien qu'il soit d'une grande gentillesse et d'une immense générosité. Il a par exemple fait équiper les forces de police de la ville de gilets pare-balles et de talkie-walkie. Il était d'ailleurs très apprécié par les forces de l'ordre qui venaient se détendre au stand de tir de John lors de patrouilles. Mais ce comportement, ça cachait forcément quelque chose de pas net pour Mark. Et il a plus que raison, il comprend très vite que John se drogue. Il aurait même vu dans son tiroir 1 kg de cocaïne avec le sceau « Evidence » de la police dessus. Evidence, ça veut dire preuve. En fait, il sniffait la coke que les flics avaient ramenée et qu'il avait dû leur acheter. Voilà en gros le genre de privilège auquel il avait le droit dans son mini-royaume. Mais pour comprendre la complexité du personnage, il faut s'intéresser à l'enfance du concerné. Son père quitte le foyer quand John est tout petit, sa mère quant à elle ne lui accorde que très peu d'importance, mais lui met par contre la pression pour qu'il soit digne de son rang social. La mère de John est-elle passionnée de chevaux et déteste la lutte qu'elle prend pour un sport de voyou qui n'est pas digne du rang de sa famille. John est donc très peu soutenu par sa mère et ce depuis l'enfance. Il avoue même à Mark qu'il mangeait tous les jours tout seul dans sa chambre et ce jusqu'à ses 13 ans. Et côté amis, c'est pas la joie non plus. John est un enfant solitaire, incompris qui peine à se faire des amis. Et lorsqu'il se fait enfin des copains, il comprend que c'est sa mère qui les a payés pour qu'il passe du temps avec lui. Les gens ressentent bien souvent un sentiment de pitié à son égard. Sa vie relationnelle est un désastre qui lui a montré qu'il pouvait quasiment tout acheter. Mais à côté de ça, le mec il a un melon comme ça. C'est-à-dire que vous vous souvenez qu'il est hyper patriotique. Bah il demande à se faire appeler John the Eagle. Et c'est pas tout. Il fait venir des journalistes pour tourner un documentaire et se présente comme le principal artisan de la réussite de son équipe, alors que le mec est juste nul en lutte. Vous dites, ouais, bon, le mec, il est juste un peu perché, ça va. Bah attendez, c'est pas tout. Il participe à des tournois de lutte qu'il a lui-même financés, et comme c'est une brêle en lutte, il gagne des combats contre des mecs qu'il paye. Et il croit réellement qu'il les gagne, ces combats. Pareil, il devient ami avec Valentin Jordanov, qui est bulgare, et bah il dit à tout le monde qu'il est bulgare, alors que pas du tout. Non mais parce qu'en fait, ma mère a un cousin qui s'était marié avec le fils de la boulangère dont l'un des deux parents était demi-bulgare. Mais bon, il reste un type attachant et généreux qui permet à de jeunes athlètes de vivre leurs rêves et de connaître une réelle ascension sociale. Parce que oui, en fait, John Dupont est tellement riche qu'il vit selon ses propres règles sur un territoire qui est le sien, sans avoir peur de faire tout ce qui lui passe par la tête, comme jeter sa voiture flambant neuve dans son étang avant d'en recommander une et de recommencer par exemple. Oui, c'est ce qu'il a fait. Sa fortune est telle que beaucoup de gens la convoitent. Il a d'ailleurs beaucoup de mal à dissocier les personnes qui sont autour de lui par intérêt de celles qui lui veulent réellement du bien. Et ça, John, ça le rend un peu paranoïaque. Bon ok, ça le rend carrément paranoïaque. Il se balade très souvent armé dans son domaine, ce qui ne rassure personne vu qu'il s'énerve souvent, mais ça va plus loin. John est persuadé de voir des choses. Il filme même les bois pendant des heures avant de montrer les enregistrements à ses lutteurs pour leur demander s'ils y voient quelque chose bouger. Personne ne voit rien, sauf lui qui tient mordicus qu'il y a quelque chose. Ce qui n'arrange pas non plus la situation, c'est la complicité de Dave et Valentin qui commence à déranger John. Je vous rappelle que Valentin c'est un peu le chouchou de John, si bien que des tensions semblent naître entre John et Dave. Enfin surtout du côté de John, je vous rappelle que Dave il est très cool comme mec. Ces tensions poussent John à se méfier de plus en plus de Dave. Il embauche par exemple une équipe de sécurité pour le protéger, et quand les lutteurs lui demandent pour le protéger de qui, il répond que c'est pour les protéger d'eux. Donc le climat est assez pesant, mais le domaine est tellement grand que chacun essaye de vivre sa petite vie de son côté, sans se soucier des extravagances du propriétaire. John, toujours dans sa paranoïa, pense vraiment que Dave, qui est son ami, lui veut du mal. Il pense que des tunnels sous la maison permettent de se déplacer dans la propriété, et que Dave les utilise pour le rendre fou. Il dit même à certains membres de son équipe qu'il pense que Dave se cache parfois dans les murs. Son équipe de sécu fait donc creuser des trous et enquête discrètement sur Dave. Ils détruisent plusieurs murs de la propriété de John pour lui prouver que personne ne se cache dans les murs et que Dave ne représente pas une menace pour lui. Vous vous dites qu'il a atteint le summum de la paranoïa? Eh bah pas encore. Un matin, il se lève et décrète qu'il a la phobie de la couleur noire, qui représente pour lui la mort. Il fait vendre tous les chevaux noirs de sa défunte mère, il interdit les véhicules noirs dans sa propriété, et vous le voyez peut-être venir, il va jusqu'à virer les athlètes noirs de l'équipe dont certains avaient un avenir prometteur dans la lutte. Quand les autres athlètes s'indignent en l'accusant de raciste, John leur explique simplement qu'il a la phobie de toute chose qui est de couleur noire. Un autre jour, alors qu'il se balade avec un de ses athlètes, l'arme à la main, comme à son habitude, il s'arrête
tête nette et est persuadé de voir quelque chose dans les arbres et se met à tirer dans les arbres sans aucune raison apparente. Voilà, plein d'actions comme ça qui ponctuent un petit peu le quotidien des résidents de la Foxcatcher Farm. L'équipe, qui ne sait jamais sur quel pied danser avec John, s'inquiète pour lui. Ils font appel à un médecin pour examiner John et le médecin leur fait comprendre que la drogue fait des ravages chez lui. Ils essayent de lui en toucher 2 mots, mais John s'énerve violemment et du coup plus personne n'ose lui dire quelque chose. Mais le caractère extravagant, voire colérique de John va être mis à rude épreuve avec l'un de ses lutteurs. Il s'agit de Dan, un jeune lutteur qui a intégré le camp il y a quelques années maintenant. John et Dan sont de très bons amis, ils rigolent très souvent ensemble et s'apprécient l'un l'autre. Sauf qu'un jour, un des employés de John vient voir Dan en lui disant que John le virait de l'équipe et qu'il devait déménager. Face à cette incompréhension, Dan ne part pas tout de suite et John fait alors venir un camion de déménagement devant chez Dan, au cas où il aurait pas compris. Dan, qui ne comprend toujours pas et qui n'a eu aucune explication de la part de John, décide tout simplement d'ignorer le camion. Et alors que Dan s'entraîne à la salle de muscu, John débarque une arme à la main, la pointe sur le torse de Dan en lui hurlant de quitter sa propriété. Par réflexe, Dan ouvre les mains et dit à John « Je ne sais pas de quoi il s'agit, j'ai toujours voulu être ton ami ». Des mots qui poussent John à déposer l'arme et à faire demi-tour. Vous imaginez la scène surréaliste et le sang-froid qu'il a fallu pour sortir les bons mots au bon moment? Dan raconte l'histoire à ses amis qui sont clairement pas étonnés du tout au vu du comportement de John. Il appelle la police qui lui rit au nez en lui disant que John avait toujours été un peu bizarre, mais ils n'interviennent pas. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais le lendemain matin, Dan se réveille et remarque que la maison d'à côté a été incendiée. John ou l'un de ses employés avait mis le feu à la maison juste à côté de celle de Dan, comme une sorte de menace sordide. Après cet accident, Dan décide de quitter le domaine. Pour l'aider à faire ses affaires, Dave lui file un coup de main. Ils remplissent ensemble le camion de déménagement, gentiment apporté par John, et Dan laisse sa camionnette personnelle chez Dave le temps de ramener ses affaires. Sauf que laisser sa camionnette devant chez Dave, ça va pas du tout plaire à John. Il se demande depuis chez lui ce qu'il y a dans cette camionnette. Avec ses problèmes de paranoïa, il se fait des scénarios où les soviétiques l'espionnent lui. Enfin, il en fait tout un fromage de cette camionnette. Quelques jours plus tard, alors que sa sécurité lui annonce la présence de Dan au sein du domaine, probablement venu pour récupérer quelques affaires, John, qui est alors drogué et alcoolisé, prend une arme et grimpe dans sa voiture pour aller trouver Dan au domicile de Dave. En le voyant arriver, Dave s'interpose et lui dit que Dan n'est pas ici et qu'il ne peut pas entrer avec une arme chez lui. Dave a en effet sa femme et ses enfants à l'intérieur. Dave demande à John de lui donner son arme et John s'exécute. En reculant, il glisse et tombe lourdement sur la tête et le problème c'est qu'au réveil, il ne se souvient de rien et il est persuadé que c'est Dan qui l'a attaqué. Il contacte la police et demande donc une enquête. La police questionne Dave, qui naturellement dit que c'est faux, en racontant tout ce qui s'est réellement passé, et les poursuites sont donc abandonnées, mais John Dupont se sent trahi par son ami. Dave, il a 37 ans, il en a clairement marre de toutes ces histoires avec John, il attend qu'une chose, c'est les prochains Jeux Olympiques, pour pouvoir ensuite déménager en Californie. En 1996, la Pennsylvanie est frappée par une forte tempête de neige. Le chef de la sécurité dit à John que de nombreux arbres sont tombés, de même que certaines clôtures qu'il faut réparer. John, lui, emporte une caméra et une arme, comme d'hab, et monte au volant de sa voiture avec son chef de la sécurité. Les deux hommes font un tour de la propriété en relevant les endroits où les arbres sont tombés, puis ils arrivent derrière la maison de Dave. En entendant la voiture, Dave, qui était alors en plein repas de famille, sort et s'approche de la voiture de John, et une fois que Dave est à la hauteur de John, John prend son pistolet, le pointe vers Dave avant de tirer 3 coups de feu. Le chef de la sécurité a tout juste le temps de défaire sa ceinture et de sauter hors de la voiture, et sans dire un mot, John fait marche arrière et s'en va à toute allure avec sa voiture. La femme de Dave appelle les secours en vain. Dave décède quelques minutes plus tard. John, quant à lui, s'est reclus dans sa maison. Il attend la police de pied ferme et dit à son personnel de ne pas les laisser rentrer. Les policiers, qui connaissent bien John puisqu'il lui aurait vendu de la drogue, savent que John est lourdement armé et qu'il possède une chambre forte cachée dans sa bibliothèque dans laquelle il pourrait se réfugier. Une négociation s'entame entre la police et John, et cette négociation ne mène nulle part. John dit que la police est en train de profaner le lieu de résidence de sa sainteté. Il délire complètement au téléphone. Alors je ne sais pas si c'est parce que John Dupont était très riche, mais les négociations ont duré 3 jours. C'est-à-dire qu'ils passent la journée à négocier et que le soir vers 21h, John leur dit « Bon les gars, je vais aller me coucher, je suis fatigué » et qu'il le laisse dormir. Bref, la police coupe quand même le chauffage de la maison. Ce qui fait qu'au bout de 3 jours, bah ça caille. Au téléphone, John demande le chauffage, la police lui dit que ce n'est pas possible et John demande s'il peut aller jeter un œil lui-même, voir s'il peut régler le problème. La police lui dit « Mais bien sûr mon grand, vas-y, y a pas de problème ». John leur dit qu'il va sortir sans arme par la porte du jardin
et qu'il portera sa veste de jogging noire à l'effigie de la Bulgarie. Mais puisque je vous dis que je suis bulgare, le mec est à 2 doigts de se faire choper, il donne tous les détails sur sa petite sortie et il prend même le temps de préciser qu'en gros il a le maillot de la Bulgarie. Bon, du coup, John, qui essaye toujours de nous faire croire qu'il est bulgare, fait exactement ce qu'il a dit au téléphone et la police le chope. John est condamné à passer un long moment en prison. Il y meurt en 2010 à l'âge de 72 ans et comme stipulé dans son testament, il est enterré avec son maillot de la team Foxcatcher et devinez à qui il a légué la quasi-totalité de sa fortune, à Valentin Jordanov, son petit chouchou bulgare. En même temps, je vous avais dit que j'étais bulgare. Dave Schultz est intronisé au panthéon de la lutte à titre posthume. Son frère Mark lui aussi aura droit à cet honneur, mais ce dernier ne quittera pas la lutte directement puisqu'il participera à la 9e édition de l'UFC en y affrontant Gary Goodridge, un combat remporté par le lutteur et qui sera son dernier en carrière. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit like et abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Vu des gradins, on est sur YouTube, TikTok et Insta. N'hésitez pas non plus à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Et si vous voulez plus d'infos sur cette histoire, Netflix a sorti un documentaire Team Foxcatcher avec plein d'images d'archives. C'est du lourd, ça montre bien la folie de John au fil des années. Et si vous êtes plus cinoche, bah y a le film Foxcatcher avec Steve Carell, Channing Tatum et Mark Ruffalo. Il est un peu long mais le jeu d'acteur est incroyable donc n'hésitez pas. Merci à tous de m'avoir suivi, c'était Guillaume, je vous dis à très vite sur Vue des Gradins.